Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce 55e webinaire du Carré Paris. Ce soir, nous ouvrons une série de rencontres et de débats qui s'articulent autour de la thématique de la politique et de la culture dans le monde arabe avec Monsieur Nicolas Puig, que je remercie très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Puig, vous êtes anthropologue chargé de recherche à l'unité de recherche migration et société à l'IRD, CNRS, Université de Paris et Université de Nice. Vous travaillez actuellement en Égypte et au Liban sur les relations entre les musiques et les cultures urbaines et les politiques et pratiques et perceptions sonores. Vous vous intéressez également aux insertions de migrants et réfugiés de diverses origines dans les villes libanaises et à Beyrouth particulièrement. Eh bien, ce soir, nous allons parler de rap palestinien. On connaît pour certains d'entre nous des groupes de rap devenus maintenant internationalement connus, comme le groupe Dam, qui a commencé à se faire connaître à partir de 1998. Mais le rap palestinien ne se limite pas aux territoires occupés ni à la bande de Gaza. Il est aujourd'hui présent à l'étranger, aux États-Unis notamment, et également dans les camps de réfugiés palestiniens, et particulièrement au Liban. Eh bien, ces ghettos de misère et d'injustice que sont les camps palestiniens peuvent s'inscrire parfaitement dans la topologie urbaine dont se nourrit le rap, dans ses formes authentiquement protestataires. Et vous avez consacré de nombreux travaux à ce sujet. Et ce soir, vous allez nous parler donc du rap palestinien dans les camps, mais surtout d'un groupe que vous avez suivi et que vous avez côtoyé et auquel vous avez consacré également un film documentaire avec le réalisateur Justin de Gonzague, où vous montrez une jeunesse à la recherche de ses racines, qui porte aussi un regard critique vers la société et qui surtout est attaché à une cause, à la cause, al-Qadiyya. Et donc, Monsieur Puig, je vais vous céder tout de suite d'ailleurs la parole pour faire votre présentation et je reviendrai ensuite vers vous pour un bref échange et on nous accueillera ensuite les questions du public que j'invite d'ailleurs dès à présent à poster ces questions dans la petite case de questions-réponses qui s'affiche en bas de l'écran à gauche. Eh bien, c'est à vous, Monsieur Puig. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Merci pour les personnes qui sont présentes derrière leur écran. J'aurais aimé évidemment être présent à Paris pour qu'on ait un échange plus tactile, plus proche, mais c'est déjà bien. Et c'est déjà bien de finalement un petit peu me proposer de retourner, parce que pour moi c'est un terrain assez ancien, sur cette question de l'émergence d'un rap palestinien au Liban, qui est quelque chose que j'ai observé quand je travaillais sur les musiciens palestiniens dans les camps, différents types de musique souvent liée aux partis politiques en fait, ou alors avec une dimension commerciale, des musiques de mariage. Et dans ce milieu en fait musicien un peu à la marge, a commencé à émerger des rappeurs avec un style qui, évidemment, du point de vue de l'esthétique musicale, tranchait complètement ce qui pouvait être fait, y compris du côté des musiques nationalistes, hein, les musiques politiques palestiniennes, qu'elles soient de tendance de l'OLP ou de tendance de Hamas, parce que Hamas a aussi son orchestre au Liban. En fait, chaque organisation politique a
un petit peu sombre. Donc, effectivement, il y avait quelque chose de très intéressant et j'ai poursuivi cette observation par un film avec Justin de Gonzague, dont le tournage a finalement été une enquête. En fait, c'était à la fois un processus méthodologique et à la fois une restitution et à la fois une façon de suivre ce qui se passait. Et on a suivi les rappeurs palestiniens d'un groupe spécifique, donc Khatib et Khamseh, Phalange 5, le groupe phare, si vous voulez, du rap palestinien au Liban. Même s'il y en a d'autres, et je vais vous donner un petit topo de ce qui existait à l'époque, et puis on verra que ça continue, ça perdure, même si je connais moins aujourd'hui ce qui se passe. J'ai quand même repéré deux, trois choses, parce que j'enquête plus spécifiquement sur ces questions-là. Et dans ce film, on a suivi finalement ce qui était pour ces rappeurs un exil dans l'exil. Le fait de quitter les camps palestiniens du Liban, donc le camp en l'occurrence de Bourges-et-Plage-Nez, dans la banlieue sud de Beyrouth, pour se rendre pour 4 d'entre eux en Angleterre et pour le 5e à Paris. Un an plus tard, parce qu'ils sont 5 et seulement 4 ont eu le visa pour se rendre à un festival en Angleterre et le 5e de Oslo, dont je parlais, Steve, son nom de scène. Lui ne l'a pas eu et il est parti l'année d'après, mais pour Paris. Donc à ce moment-là, le groupe s'est séparé et chacun a continué son bonhomme de chemin depuis 2014-2015. On pourra y revenir si vous voulez. Je vais lancer le PowerPoint. Il faut peut-être que je partage l'écran d'abord. Donc en théorie, je vais avoir mon PowerPoint donc, avec le titre. Et donc là, une photo de Oslo, qui est en fait un photogramme donc, qui est sorti du film La cause du rap que nous avons, que Justin de Gonzague et moi avons réalisé. Et je voulais venir ici. Je voulais venir ici parce que en revenant en fait de plus en plus sur cette histoire-là, qu'est-ce qui s'est passé entre 2005-2006 et aujourd'hui, on a finalement quelque chose qui est dans une ethno-histoire culturelle des réfugiés palestiniens au Liban et qui va poser un certain nombre de questions sur l'historicité, la temporalité et les narrations qui seront intéressantes à prendre en compte. Là, on voit en fait qu'un des deux personnages, donc Jazar, celui qui est à gauche sur mon écran, je ne sais pas si ce n'est pas inversé sur le vôtre, celui qui est près du mur, est en train d'expliquer que le camp de Bourges-et-Plage-Nez était séparé de l'aéroport de Beyrouth de 20 minutes et 27 ans. Donc, il y a cette question très importante de cette temporalité de l'exil, puisqu'on va voir qu'une partie des thématiques des rappeurs palestiniens au Liban, lorsque ce mouvement émerge, est double. Elle va être d'une part liée à une revendication, ou en tout cas une revendication et une reconnaissance de 1948, c'est-à-dire l'année de la Nakba, l'année où 750 à 700, 750, 800 000 environ Palestiniens doivent fuir leur terre d'origine pour se réfugier dans les pays environnants, le Liban. 100 000 environ vont s'installer au Liban. On appelle ça la Nakba. Et une partie des thématiques va prendre en compte à la fois cette dimension temporelle, si vous voulez, on va voir qu'elle revient sans arrêt avec l'idée de génération, Gilles, Agial, parce qu'on a eu Gilles Thaoura. Thaoura, c'est un moment un peu clé, un peu, disons, emblématique de l'espoir du retour, qui se termine en 82 avec l'invasion israélienne au Liban, et les générations d'après, finalement, n'auront pas le même espoir du retour. Alors, je vous dis ça aussi parce que je ne suis pas le seul à réfléchir ou à poser la question, en fait, et c'est quelque chose qui est important et qu'on avait essayé de respecter dans le film, c'est cette idée de pluralité des narrations. Donc, il y a des narrations artistiques, c'est-à-dire que les rappeurs, et on va le voir, je commence déjà à en parler, nous disent des choses du monde dans lequel ils vivent. Et donc, c'est des choses qu'on va écouter, qu'on va analyser, parce que moi,
c'est mon boulot. Voilà, je vais essayer de remettre ça en perspective aussi par rapport à une tradition musicale révolutionnaire palestinienne. Mais on voit aussi que là, on a aussi une réflexivité, donc c'est ce dont on va parler à l'instant avec ce post-Oslo, et donc ce dont je parlais à l'instant, c'est-à-dire finalement narration anthropologique. Ce qu'on a fait dans le film aussi était d'essayer d'avoir une espèce de kaléidoscope des voix, c'est-à-dire de ne pas forcément avoir notre voix à nous bien sûr, on a fait le découpage, donc c'est quand même une voix très importante, mais on a maintenu dans le film quasiment un tiers qui est filmé par les rappeurs eux-mêmes, et en fait, qui est l'histoire de leur passage du Liban vers l'Angleterre, qu'ils ont filmé eux-mêmes au moyen d'une caméra de poing. Et ils ont filmé ce passage-là, et j'y reviendrai en conclusion, peut-être si j'y pense. En tout cas, il y avait ici déjà dans, dans- dans ce témoignage qui livre une façon d'inscrire leur propre histoire dans une histoire plus générale des Palestiniens et des réfugiés contemporains. Donc il y a cette capacité aussi à universaliser finalement leur propre trajectoire à travers ces choix qu'ils ont fait de films, à travers ce qu'ils disent dans ce passage-là, à travers la façon dont ils rappent dans l'aéroport de Londres. Donc il y a cette idée voilà, de pluralité des narrations. Et là, on voit par exemple dans ce poste, qui est vraiment très très intéressant, donc comment Osloub revient, il poste une vidéo qui a une dizaine d'années, et il revient sur des détails techniques en disant que finalement, quelque chose qui l'énerve, enfin, qui le gêne un petit peu aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, ils n'avaient pas les moyens technologiques qu'on a aujourd'hui pour retranscrire ou pour diffuser, comme exactement nous sommes en train de le faire nous. Sauf que là, il n'y a pas 15 personnes, mais il y en aurait 200 ou 300. À tous les Palestiniens, les concerts qu'ils faisaient dans les, voilà, dans les camps à l'époque. Et, et, et disant cela, il dit que le monde technologique a très peu de temps à changer et que finalement, ça va influer sur les formes de composition, de création, et qu'à l'époque, ils étaient dans des formes qui étaient beaucoup plus présentielles, où ils devaient aller dans les camps voilà, pour pouvoir diffuser leur musique. Et il dit ensuite sur le deuxième paragraphe, vous voyez, الفيديو تقريبا من 10 سنين أيام ما كان الراب حركة مقاومة والتجمع الثوري. Donc on voit bien là un peu l'idée du rap comme un mouvement politique hein, révolutionnaire. Cette dimension politique révolutionnaire n'était pas présente dès le départ, mais elle est assez vite, elle s'est affirmée. Et donc il y a une connexion qui s'est faite, qui est très intéressante à regarder, entre finalement des trajectoires d'adolescents qui viennent, qui sont dans une subjectivation politique un peu particulière de leur temps, donc début des années 2000, en fait, un peu la génération, comme je disais tout à l'heure, sans espoir. Et cette musique américaine du rap qui va un peu les tirer vers des formes d'être au monde qui seront plus modernes, plus contemporaines et en même temps qui vont ressentir comme quelque chose aussi qui s'oppose à. Et que donc ils vont bien comprendre, ce qui n'est pas toujours le cas dans le rap, mais là en l'occurrence c'est comme ça qu'ils s'en sont saisis, hein, ils vont bien comprendre la dimension contestataire en fait, hein, comme un art critique, et j'y reviendrai tout à l'heure sur cette notion d'art critique. Euh, donc au départ, donc là on voit bien un peu la figure, si vous voulez, là c'est Molotov, donc c'est un des 5 musiciens de Katibé Ramsey à Liverpool en 2030. On voit bien la dimension, cette belle image de Justin Bieber. Voilà, cette dimension politique, cette dimension. Le drapeau, la keffiyeh. Ouais. Alors qu'au départ, en fait, pour reprendre l'histoire de Katibé Ramsey, ce sont deux, Oslo et Nader, deux jeunes qui se connaissent à l'Unrwa, donc à l'école de l'Unrwa. Je ne suis pas sûr qu'Oslo et Nader se soient connus à l'Unrwa. Ils se sont connus tous les 5 ensuite à l'école donc United Nations for Relief and Work Agency, l'organisme des Nations Unies qui est chargé de soutenir, soutien aux réfugiés palestiniens au Proche-Orient et qui donc organise aussi la scolarité jusqu'au bac. Au départ, ils sont deux et leur groupe s'appelle Rap Name.
Donc, comme nickname, nickname, on dit surnom, voilà, Rockname. Donc un peu un jeu comme ça, mais c'est un nom anglais, et ils vont avoir des chansons en anglais. Et assez vite, en fait, ils vont basculer vers une autre dimension du rap, où ils vont dire, mais bon, on fait du rap, et on va le revoir avec d'autres, en fait, parce que c'est pas les seuls là-dedans, il y a une espèce de progression comme ça qu'on va retrouver euh, dans d'autres d'art. Je pense que ça a commencé en anglais, je crois qu'il le disait, euh, pas mal Mafak, ils ont débuté en anglais et ils sont passés à l'arabe. En Algérie, je suis pas sûr qu'ils étaient pas, il faudrait regarder Hadj Miliani, malheureusement récemment décédé, un collègue musicologue algérien qui disait que historien du rap algérien, le premier rap historiquement dans le monde arabe, ils étaient en français avant de basculer aussi vers l'arabe avec tout cet évidemment dysglossie qu'on connaît du dialecte algérien, de la langue algérienne. Donc, ils vont basculer vers le rap arabe et Boukawi. Ils vont dire, voilà, le rap, c'est pour que ce rap soit authentique, pour qu'il marche et pour qu'on puisse le porter éthiquement, il faut qu'il soit Boukawi, arabe, qu'il soit occidental et arabe. Et au même moment, on a d'autres groupes qui émergent, Aïn Khelwé, ou alors des individus, Anna Le Barret, on est en 2006, 2007, 2008, et tous vont avoir la même revendication qui est en fait, enfin, qui est de mixer, si vous voulez, la question, disons, traversante de la Aouda, c'est-à-dire du retour, et les questions politiques palestiniennes centrales depuis 1948, avec la question sociale des réfugiés, la situation des réfugiés spécifiquement au Liban, pour aborder la question de leurs droits sociaux, Et donc là, on a par exemple un extrait qu'on peut écouter de Hawi et Zarqa, où on voit tout de suite, la chanson dit Hawi et Zarqa, je ne me rappelle plus, mais j'ai grandi, on traduira le début, hein, dans la discrimination et le racisme, les Palestiniens sont privés de tout, je ne peux pas travailler, etc., qui fait référence à une loi au Liban qui interdit énormément de métiers aux Palestiniens, puis les métiers médicaux, chauffeur de taxi, tout un tas de professions juridiques, fonctionnaires, bien sûr, etc. Donc on écoute ça, 2006, c'est les débuts, en fait. On remarque le nez, hein, une figure aussi, c'est pas par hasard qu'on va chercher comme ça une espèce de. Oui, اسمي ناشئ عالتفرقة والعنصرية ناشئ هجرنا وانكسرنا وعشنا بمناشئ لاني ارهابي ولا مغرم ولا عاشق بفتش عن الشغل وبيسالوني عن هوية هويتك شو هويتي فلسطينية تركتوه ونسيتوه بين التفرقة والعنصرية والانسان غشوه لسه كبرت القضية فلسطيني ممنوع من الاعراب فلسطيني ممنوع من الاضراب ما فينا نشتري لا دكان ولا بيت ما فينا نحكي او نكتب على الحيط سكت العلم وركضت بنص الشارع. Voilà. Donc là, c'est Saïda, hein, ce qu'on voit. Vous voyez des images auparavant de René Khelwé. Donc on voit là vraiment la thématique de la position palestinienne au Liban avec pas faire la guerre, on peut même pas écrire sur les murs, on peut pas travailler, on est privé de tout. Et donc une dénonciation et avec ce symbole qui devient fort, qui va être porté par d'autres de la Hawi et Zarqa, c'est-à-dire de la carte bleue, la carte d'identité de réfugiés palestiniens au Liban, qui est une carte effectivement bleue. Hawi et avec cette forte, c'est la même chose en français, enfin Hawi il veut aussi dire identité, c'est un peu quelque chose d'un peu fort, donc d'être à la fois enfermé dans cette identité avec toute la stigmatisation qui va avec et cette contre-stigmatisation qui est de dire oui, je suis réfugié, je suis fier. On va y revenir, puisque là, par rapport au motif urbain, on voit là que ça, c'est le premier album de Katibé Ramsey, donc c'est dur à lire, mais écrit Ahlafik de Moukhaïemet dans les camps. Donc on voit que typiquement, ce qu'ils ont choisi comme première, hein, parce qu'après il y en a une autre, une deuxième version beaucoup mieux, pas mieux, mais différemment mixée par Studio Quasi Pro à Beyrouth, en tout cas celle-là qu'ils avaient fait eux. Donc on voit tout à fait une ambiance de camp, hein, avec apparente.
Et cette question de l'urbain et cette question de la dégradation urbaine, en fait, de l'espace urbain dégradé, qui va rejoindre la problématique du ghetto urbain, en fait, la problématique de la relégation urbaine, va aussi être quelque chose de beaucoup plus moderne, contemporain, qui n'avait pas de mots, si vous voulez, de mise en mots jusque-là. Pourquoi? Parce que jusque-là, tout ce qui était les discours palestiniens culturels, en fait, évitait de traiter de tout ce qui se passe au Liban. Donc, en fait, la musique, tous les chants, dans tous les éventails politiques, hein, depuis Hamas, FDP, FPP, tout ce que vous voulez, tous les groupes chantaient des choses qui étaient relatives à la Palestine, à la colonisation, au sionisme, avec beaucoup de chansons aussi qui étaient des chansons nostalgiques de la patrie perdue, avec ces emblèmes qu'on connaît, euh, les orangers, la terre, etc., avec une vision très ruraliste en fait. Et donc là, ça vient quand même bien en rupture hein, avec ça pour dire, ben, ok, la Palestine, des orangers, c'est très bien, mais nous, on vit là. On fait quoi? Comment ça se passe? Donc, ce discours vient en rupture et le rap, qui est une nouvelle esthétique, va permettre de le porter. C'est-à-dire qu'on va se servir d'une esthétique inusitée, une nouvelle esthétique, pour amener un nouveau discours assez... Au départ, ce n'était pas forcément le but, hein, comme je le disais tout à l'heure, mais c'est ce qui va se passer entre 2006 et jusqu'à 2015. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu différent, mais je dis ça. Alors là, je vous fais écouter un peu de Cathy B. Ramsey quand même. Une des premières chansons qui est un tube, hein, on peut dire, c'est donc à la fin de Moukhayamet. Il y a la traduction, il y a quelques petites inexactitudes, mais en gros, c'est ça. يابا كتيب الخمسة سي أربعة أخوي موسكو في جزار أخوي أمسي مولوتوف بوبو للشباب زبوا الحياة عمال بعبوا فراغات ولاحظ صامت بالمخيم هذا للذكريات واخر شو بيجي بتزروا الجمعيات غيروا المكاتب بس على شكل التنظيمات لوقت منشوف كل شي عم يتدمر من حارب عشانه صورة الزعيم بتضلها صامدة لحالها واللحمة ما بتتوزع الا عم يحملوا لفتات وبعض عم يضحكوا علينا اصحاب البدلات خلصت الاغاني الوطنية خلص دقوا البيت اشباح وارواح الميتين بعدهم بلدانين في ناس خلص نسيوا ناس بعدهم متذكرين في صور شهداء محطوا في صور تاني جايين كل المناضلين ناموا وبيوا الكلاشينات شعرات حيطان وبقايا رصاصات للشباب كتير ملت من الروح على السفرات لبيوت كتير زهقت من كتر الانحدارات بكره بيبنوا جسر وابلع عمارات ورا كل الخيم البشع صورة الزعيم بتضلها صامدة لحالها اهلا فيك اخوي بالمخيمات اهلا فيك اخوي بالمخيمات اهلا فيك اخوي بالمخيمات اهلا فيك اخوي بالمخيمات. Voilà. Donc là, on voit vraiment ce thème du camp qui émerge et on remarque aussi deux choses. Donc, si vous avez suivi, la chanson nationaliste n'existe plus, Khalas en juillet. Oui, oui. Donc, on voit ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il se passe quelque part en rupture par rapport à une ancienne façon de dire la situation palestinienne, de la mettre en musique et de la mettre en mots, mais en même temps, ils ne sont pas dans une rupture totale, ils sont aussi dans une continuité et ils auront toujours à cœur de s'inscrire quand même dans une généalogie de la musique politique, révolutionnaire, nationale, si vous voulez, palestinienne. Et comment ils vont le faire? Et là, c'est ça aussi qui est intéressant et que permet ce type de musique, c'est que c'est une composition électronique, hein, donc assistée par ordinateur, et donc qui fonctionne par sample, c'est-à-dire par échantillons musicaux. Et donc, il y a le Osloub, qui s'appelait là, en 2006, hein, quand il joue cette chanson, il s'appelle encore MC4, de la C4, pardon. Le nom du... Est-ce que vous pourriez vous rapprocher légèrement? En fait, c'est très entrecoupé. On a vraiment du mal à vous entendre. J'ai reçu quelques messages dans ce sens. Si vous pouvez vous approcher du micro, s'il vous plaît. D'accord.
C'est vrai que j'ai tendance à reculer. Désolée, Non, non, j'ai tendance à parce que je ne comprenais pas très bien. parce que ça, il y a un mouvement naturel. Donc, c'est plus ce que je disais du coup. Pardon. Non, non, mais c'est moi, c'est moi. Bon, ben on enchaîne. Donc, On s'est éloigné de la musique nationaliste, vous dites. ah oui, oui, si, c'est intéressant parce qu'en fait, oui, ça, c'est tout un pan extrêmement important qu'il faut considérer, c'est que dans ce mode de composition par échantillon musical, par sample, en fait, le compositeur, et c'est Oslo, qui s'appelait avant C4, du nom de l'explosif, qui a changé de nom, on s'appelait Oslo, qui signifie donc style hein, en arabe. Euh, ben, dans sa façon d'agencer, si vous voulez, d'aller chercher des échantillons musicaux, il est en train de créer, en fait, de broder dans son discours musical un autre discours, un métatexte, qui est un discours autant politique, généalogique, culturel. Et donc, il va aller chercher des musiques palestiniennes, des musiques du Sahara, il va mettre du Kalsoum, Et ça, c'est intéressant parce que c'est une façon, dans ce travail de composition, de replacer un certain nombre de références, de les réactualiser en fait dans le rap. Et je pense que c'était très conscient chez eux à ce moment-là que le rap était quelque chose qui permettait d'actualiser, de rendre accessible à travers les samples aux jeunes générations notamment tout un pan du patrimoine arabe musical, politique. Et, ça c'est un point important. Alors là maintenant j'avais mis je ne sais pas si c'est le moment de le mettre, mais me faisant suite à cette chanson qu'on a vue sur le camp, en fait, là, c'est une chanson qui est de 2021, je crois, qui vient de sortir de Omar, qui est un rappeur de Matt Elias, qui est produite par Oslo, depuis Paris, et qui aborde le camp. Mais vous allez voir, le style est complètement différent, et ensuite, on verra ce que fait Oslo aujourd'hui par rapport à ce même camp et à son retour d'exil quand il est revenu au Liban. C'est pour montrer un peu la rupture de style qu'on a. شتى شتى بالشتاء شتى على المخيمات في حلوة عشباكة حقيدة نازل المطر حبات تحت بيتها بالزروبة عآخر شتوى في واحد مات حيطان مكهربة يا بي شو عليها ذكريات. Donc vous avez, si vous voulez retrouver sur YouTube, hein, c'est Omar chez Tête. Donc très très belle chanson. Rap, mais d'un style, on voit, assez différent, mais on a les mêmes, disons, j'ai envie de dire, les mêmes signifiants hein, du camp. Quoi. Donc le fil électrique, le camp est toujours présent dans sa forme urbaine, dans la musique, mais il est traité par une esthétique qui a un petit peu évolué, qui s'est polissée. Et alors, pour finir là-dessus, ah ouais, euh, Hamrou fait partie fait partie. Ouais, j'aurais dû mettre un petit mot sur la porte. Donc, la réalité du direct. De Campéji, donc vous voyez la Campéji, Ouais. c'est un regroupement de journalistes qui font des films, des reportages, tout un tas de choses sur les camps aujourd'hui, avec plein de petits sujets marrants ou moins marrants, voilà, avec beaucoup de technicité. Et donc, Amar, pardon, fait partie de ce groupe-là. Hein. Et donc, il vient pas de nulle part, c'est pas. Et en même temps, donc, il rappe, il chante. Et c'est Oslo qui lui a composé ce morceau. Je reviens un peu en arrière, je prendrai un peu plus de temps, mais pas trop. Parce que je voudrais vous faire écouter aussi, on revient en 2006. Je pense que le slide d'avant aurait dû être après.
pour avoir de nouveau ce rapport à la langue. هوية زرقاء راسه يعد يجب حتى يتشنقوا كانوا هناك وكل الفلسطينية حاملين هوية زرقاء وبيفتخروا فيها بس للاسف سمعت شخص مره كان يعني صار في عنده مضايقه فقال هاي الهويه الزرقاء صرت استحي احملها هاي الهويه الزرقاء انا بعتبرها لكل واحد فلسطيني عايش في مخيمات لبنان انه هي مفتاح للقضيه الفلسطينيه والرجعه لفلسطين اللي حامل هويه زرقاء راس يعني احنا ما نوطي راسنا بالعكس بنفتخر انه احنا حكينا مقبول ما تقولش علينا حكم معنا لا تسمعنا مش تقشعنا تبلغ عنا كل ضروبه كل امشي فيها شفت مآسيها كلماتي بتداويها اضطريت اعيش ببابك جرح علي عبد اسم ولا تحس حواجز حوالينا لا تكلبش ايدينا باجرينا شعبنا عم بنحمل بفقد منه الامل تسالني على اللي حصل ما اللي ضرب هرب واللي مرق سرق الون منه حرق فلسطين والخريطه كلمات كثير بسيطه ناس خد عطرف على الدفعه انا غنيت راب لانه لقيت الراب هو يعني الرساله الوحيده اللي تقدر توضح للمجتمع وضع نهر البارد في كثير ناس غنوا عن نهر البارد وحكوا عن نهر البارد وذكريات نهر البارد بس ما حدا قدر يحكي عن الحرب اللي صارت في نهر البارد ما حدا يقدر يحكي عن البؤس والاضطهاد اللي عايشينه الناس بمخيم نهر البارد هلا في كثير ناس عايشه وماخذه فكره الراب انه الراب مش منيح بالعكس انا بنصح الناس انه يسمعوا راب صح احنا ضد انه فكره انه مثلا يسمعوا موسيقى غربيه اللي هي البيت الموسيقى الاجنبيه بس بنفس الوقت احنا عم نحكي كلمات عربي كلمات شوارع مثلا كيفك يابا شو يا اخي وهي الكلمات اللي عم تنحط بكلمات الراب يعني مش عم نغني اجنبي ولا فرنسي احنا عم نغني بلهجتنا الفلسطينيه اللغه المخيمجيه اللي احنا خلقنا وتربينا وعشنا عليها. Voilà, Laura. Donc Laura من المخيم, il précise vraiment, enfin je pense que c'est tout est dit en fait, c'est pas tellement la peine d'ajouter grand-chose. En fait, cet enjeu de la langue a permis aussi, et c'était souvent le cas, de faire accepter le rap et son esthétique dans des milieux où il a été condamné et souvent, enfin, beaucoup de responsables politiques à une certaine époque ont pu s'y opposer, quelle que soit leur obédience politique. Et il y avait cette idée d'authenticité, en fait. Il y avait aussi dans cette éthique du rap l'idée qu'on parlait de choses qu'on connaît soi-même intimement. On parle de là d'où on vit soi-même, avec la langue qu'on emploie tous les jours. C'est cette idée de localisme, en fait, toujours très présente dans le rap universel. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le rap, c'est une matrice culturelle mondialisée. Donc chacun s'empare en fonction des conditions qui lui sont propres. Il investit de sens par rapport à sa propre orientation. C'est assez intéressant de voir à quel point le rap a été approprié, arabisé, palestinisé dans ce contexte-là des années 2000, avant d'éclater dans quelque chose qui est des formes artistiques, musicales beaucoup plus diverses. Et ça, c'est le travail d'Osloub. Donc Osloub, vous pouvez le trouver sur tous les réseaux sociaux. Hein. Il y a notamment un groupe avec la flûtiste Aïssam Jalal qui s'appelle El Akhari, que je vous recommande réellement, qui est excellent. Donc il est à Paris, il fait sa carrière de musicien et à partir déjà à l'époque, il mixait des sons, il prenait des sons alors là, ce dont il était question précédemment, c'était la destruction du camp de Nar el-Bared, donc une bataille qui opposait l'armée libanaise et les djihadistes qui avaient investi le camp en 2007. Et on voit aussi comment il y a la Palestine et la carte, et comment il y a l'enjeu local et toujours cet horizon en fait palestinien revendicatif qui est présent. Ensuite, parmi ces formes musicales qui se déploient, il y a le roman musical. Je parlais tout à l'heure de narration, donc là aussi c'est un autre type de narration. Et ce qui est intéressant à l'époque, là on est en 2014, c'est comment Osloub invente des formes musicales. En fait. Donc c'est pas la Palestine, ouais, évidemment c'est présent, mais je veux dire, c'est voilà, en tant qu'artiste, ce qui était intéressant, c'était le fait qu'il était sans arrêt dans l'innovation. Et c'est pour ça que je trouve que Osloub lui va très bien, parce que c'est Yves Citon qui décrit en fait la notion de style comme quelque chose qui est à la fois une lutte, un décalage perceptif
Et en fait, tout ce qu'a fait Oslo jusqu'ici, c'est toujours d'amener ce décalage perceptif, c'est-à-dire de modifier les conditions sensorielles de réception de l'œuvre avec les supports, vous voyez. Et je pense que ça, c'est intéressant. Alors ça, c'est Justin de Gonzague qui a fait ce clip, qui est le trailer du roman musical qui dure une vingtaine de minutes, oui, mais dans lequel interviennent tous les rappeurs palestiniens ou pas de la région proche-orientale, en fait. Et il a composé ça depuis son studio. C'est un petit studio auto-équipé à la frontière de Vajne, dans le quartier de Haret Reik à Beyrouth. Et en faisant ça, en faisant venir les... Parce qu'il ne pouvait pas voyager à l'époque. Euh, En faisant ça, il a finalement remis son studio, enfin, de la marge, il l'a remis complètement au centre. Et c'est ça, il a créé ses propres centralités à partir de ce studio qui était placé à la marge. On va écouter, si vous voulez, là aussi quelque chose de très différent. Voilà, je vais arrêter là pour, désolé pour les artistes, pas prendre trop de temps sur les questions, hein, mais j'ai oublié de dire que le titre c'est Al-Khifri, c'est-à-dire à la marge. Euh, voilà, donc ça c'est Oslo en 2016, en photo de Justin. 2016, ils ont tenté de regrouper Katibé Ramsey en fait dans un concert à Berlin. Et Jazar est venu, Abdel Jabbar est venu, ils ont retrouvé Oslo. Mais Molotov n'a pas pu venir. Euh, et ils ont eu ce moment voilà, de retrouvailles où ils ont joué en 2016. Je crois que c'est la dernière fois que Katim et Ramsey se produit sur scène. On était là, hein, et depuis le groupe, en fait, les membres du groupe ont suivi des trajectoires différentes, et j'en parlerai peut-être dans les questions après pour savoir ce que un tel ou un tel est devenu et comment finalement l'exil a modifié les conditions de la création artistique et les positions des uns et des autres. Qu'est-ce qu'il me reste? Donc là, je voulais vous faire écouter un peu, alors en relation avec ce qu'on a entendu tout à l'heure, en fait, sur les Chetats, là, vous vous rappelez, de Rommar. Là, c'est un des derniers morceaux de 2020, de Wire, de Oslo. Je vous propose d'écouter, peut-être pas tout, on va écouter un petit extrait, après je vois que le temps passe. Est-ce que... Bon, Oui, ça va, allez-y. J'espère que le son sera... ok.
قاعد مع الغرب انا بيتنا فرقت وصلت في نسي كل شيء بكلمة الله بعد ما اتذكر قديش مرقت من هون يا الله حواجي جيش ومطرود والشارع صار مقسوم اتنين ملاوين بعد الكف ما بين صار من الناحية التانية ورا الحدايد والسلوك والاطراف ورا عجة الناس والسيارات والموتوسيكلات ملاوين بعد مكفي كل الحارات صايرة شبه بعض مش على بعضها بس مضطرة تكون مع بعضها شو عليه محل المطعم صار فيه مطعمين ومحل التليفونات صار فيه منه نوعين وصوت الزعيم اللي كانت صغيرة صارت أكبر مرتين تعرف حتى امي بتحكي لي منيح فليت وصلت الضوء اللي جاي على غرفتك مدوا عليها شرطان كأني رجعت فجأة 4 سنين لبست الباسبور بشيك على الختام يمين شمال شمال يمين كلهم حكولي هالمرة غير بس مش عارفين الوجع بالراس مش بين الايدين وال Voilà. Vous avez remarqué que de nouveau est revenue la figure du Zahid sur le mur, hein, Oui. 7. Et là, on a les Dawaïrs, qui sont les Dawaïrs à la fois de l'existence des expériences, en fait, et à la fois des expériences plus généralement, et il y a toujours cette mise en perspective des Palestiniens, en fait, et de ce cycle sans fin, où ils ne trouvent jamais leur place. C'est ce qui est expliqué un petit peu ici, là, par Oslo, dans ce poste voilà, pour ramener cet album qui s'appelle Dawaï. Cycle, rond. Et il écrit ce morceau depuis Paris et il filme ce clip en revenant au Liban alors qu'il n'était pas revenu depuis plusieurs années. Et là où il va, là où il y a si on voit des tags sur le côté, hein, des graphes, en fait, il y en a, c'est 1948, ils ont été dessinés par Chazal au milieu des années 2000. Donc il y a déjà cet élément dans la trajectoire, en fait, dans cet exil dans l'exil, de nostalgie, je dirais, quasiment, qui se fait jour et qui alimente la création et un des premiers albums solo que sort, c'est le premier d'ailleurs, que sort Oslo. Et là, je voulais terminer, je pense que c'est la dernière. Ouais, c'est du blabla. Je voulais terminer quand même sur une dernière chose, en fait, sur l'art de la parole qui est représenté que représente le rap, en fait. C'est un art de l'oralité avec une adresse et c'est un art de la poésie où on joue sur la langue. Donc là, un exemple que j'avais travaillé de Jazar qui est dans le film La cause du rap, où il joue beaucoup avec un certain nombre de sonorités, ce qu'on appelle des assonances, des consonnes sifflantes, etc. Et il est filmé lors d'un déplacement à Londres par Justin, et puis je conclurai après ça. اليوم بالحي في حركة مخفية في أعصاب مشدودة في أعصاب مرخية الوسوسة اللي بصدور العالم صارت علنية مسموعة أصوات النفوس مع الأنفاس الحديث والأحداث مش عم بطلع من راسي مش عم بطلع من دماغي عقول العالم صارت معدنية هاي المشكلة مش مشكلة شخصية بس يرتفع سقف المطالب السجن بيكبر والمساجين بتكتر والمطالب بتختار Voilà. Je vais conclure rapidement pour dire que moi, j'aime bien faire appel à... Voilà. Évidemment, pour penser cette articulation entre politique, esthétique et musique, à Rancière, au philosophe Jacques Rancière, c'est pas super original, mais il dit des choses quand même qui sont assez importantes dans 2 bouquins. Il y en a un qui paraît en 2000, Le partage du sensible, et l'autre en 2009, Le spectateur émancipé, non, je ne sais plus, Le spectateur quelque chose, émancipé, peut-être. En tout cas, ça se trouve facilement. Il y a deux idées, en fait. Il y a l'idée du passage d'un art politique à un art critique. Je crois qu'il se joue dans ces 15 années. En fait, on est dans quelque chose qui est directement, comme dit, voilà, à un art qui se diversifie, où on n'a plus le beat en premier, une forme musicale
Mais déjà à l'époque, ça existait déjà. En fait, c'est des enchevêtrements plutôt. Mais on passe à un archétype qui discute le monde, et notamment par des nouvelles formes de partage du sensible, qui est son bouquin de 2000, où en fait qui propose des nouvelles configurations de l'expérience et de l'expérience de la perception, en fait, à travers une façon de travailler le son, d'aller puiser dans différents courants musicaux, d'intégrer des sons qui sont des sons qu'on appelle des musiques concrètes, des sons de l'extérieur, des sons du camp, des sons et donc cette diversification à travers des thématiques qui s'ouvrent et une façon d'universaliser la cause qui devient beaucoup plus ample et qui, je crois, finalement, ouvre complètement les perspectives artistiques sans jamais s'éloigner euh, du centre battant qui est la cause palestinienne. Je vous remercie. On va peut-être arrêter. Voilà, super. Merci beaucoup pour cette présentation. Vous en avez parlé à plusieurs reprises. Vous avez dit que ce rap palestinien était un rap politique et engagé. Dans les camps, quand on a vu, là, les images qu'on a vues, on sent que l'attachement à la cause dont vous avez parlé et aux origines reste très important. Dans un de vos articles, vous parlez de cristallisation de la mémoire. J'aimerais revenir sur ça, par des thèmes qui sont répétés, ritualisés sur scène et qui transmettent une forme de nostalgie, un sentiment de communauté. Et est-ce que les conditions de vie dans les camps de ces jeunes Palestiniens qui sont pour la plupart nés en dehors de la Palestine est un moteur de rattachement à la cause, et puis comment ils l'expriment un tout petit peu dans leur musique, et comment aussi cet attachement évolue avec l'exil? Alors, c'est une question complexe parce que la relation au camp, tous les jeunes Palestiniens du Liban qui viennent dans les camps sont nés au Liban, pas la plupart. Oui, oui. Post-48 tous. Et en fait, ils ont une relation, eux, comme leurs aînés, une relation très ambivalente, cet espace. Forcément, c'est un espace de vie. Il a pu symboliser un moment, d'ailleurs, il le disait dans je ne sais plus quelle chanson, hein, Katib et Ramsey, il a pu symboliser à un moment donné l'espace de la Saoula, du Fadaïn, du combattant, l'espoir du retour. C'est-à-dire quelque chose d'un peu noble de la perception de vous-même dans l'adversité. Aujourd'hui, c'est une marge urbaine totalement dégradée et il n'y a plus du tout l'espoir, enfin, ce qui portait en fait l'idée de camp comme substitut de la nation palestinienne. Substitut, pas de la nation, mais substitut du territoire palestinien. Par contre, il y a un attachement existentiel à ces espaces-là, et on voit qu'il y a tout le temps des figures qui reviennent et qui finissent par être esthétisées par des artistes palestiniens, hein, heureusement. Donc là, dans le morceau de Omar, sur les chiptettes, on voit que tous ces fils électriques reviennent, et puis à un moment, il parle du Zinco, je ne sais pas si on est allé jusque-là, la tôle ondulée, un matériel c'est ancien, il y a plus, enfin, ça dépend où, mais maintenant quand même, c'est rare, mais on voit que jusqu'à aujourd'hui, il a laissé une trace symbolique, en fait, comme référent spatial, disons urbain, comme la marque d'une urbanité spécifique, en fait. Et d'ailleurs, il y a un artiste palestinien, je ne vais pas me rappeler le nom, sculpteur, plasticien palestinien, qui fait des sculptures en zinco, en toile ondulée, voilà, pour travailler ce matériel aussi emblématique, quasiment symbolique de la présence palestinienne dans les camps. Donc effectivement, c'est quelque chose qui revient sans cesse
y compris dans le travail de Campigi, cette forme urbaine dégradée et qui suscite des sentiments totalement ambivalents parce que bah, elle est dégradée, elle est dure à vivre, elle est compliquée et encore plus maintenant. Et d'ailleurs, parfois, elle devient invivable. Donc là, Oui. j'ai des gens, un couple d'amis, 4 enfants, qui ont quitté Shatila, en fait. Ils sont originaires de Shatila, ils se sont battus pour Shatila, ils étaient à Shatila pendant la guerre des camps, pour aller s'installer ailleurs à cause des trafics, de la salubrité du camp, de la surpopulation. Des fois, ça devient plus vivable. Il n'y a même plus cet attachement. Cet attachement ne suffit pas maintenant. Oui. La deuxième chose, c'est que tout le monde rêve de partir. Et je me rappelle de Shatila, qui est un des camps les plus durs. Je me rappelle de quelqu'un qui me disait, tu vois, lui, par exemple, il vient de je ne sais plus où, Allemagne, Italie, bien vu, monsieur. Il vient une fois par an d'Allemagne et d'Italie euh, pour sentir l'odeur, sentir l'odeur des ruelles. Donc, il y a bien quelque chose. Et ce qui est intéressant, et je parlais tout à l'heure du partage du sensible, c'est que c'est sensoriel. C'est toujours exprimé, enfin, pas toujours, mais la dimension sensorielle est très importante. L'odeur, la lumière. À Châtillon, il n'y a pas de lumière. On est obligé de mettre des On voit lumières. jamais le ciel dans ce. Oui. Donc, les gens mettent des spots qui sont très éclairants. Bon, plus maintenant, il n'y a pas d'électricité, mais qui mettent la lumière, qui imitent la lumière du soleil. Voilà. Et tout ça est présent, évidemment, dans la façon dont on s'empare, dans les thématiques qui sont traitées par les musiciens, qui sont rappeurs ou pas, d'ailleurs, aujourd'hui. Ouais. Donc un attachement au camp très ambivalent. Et en fait, ce que je voulais, vous l'évoquez dans votre présentation, vous parlez de ce renouveau des thématiques par rapport, enfin, en rupture avec les thématiques un peu nationalistes. Qui, pour les rappeurs, il y a une forme de. Est-ce qu'il y a une forme de refus ou de trouver un peu has-been ou hors, comment dire, à côté de la plaque, certaines symboliques anciennes ou certaines revendications, et est-ce qu'ils apportent quelque chose de nouveau dans leur thématique, et est-ce que ça se traduit par des thématiques plus, vous avez dit, locales, je reviens sur ce mot, plus quotidienne, plus de leur vie de tous les jours, ou même plus intime, plus personnelle. Oui, complètement, mais ça, ce dont on parle, c'est intervenu au milieu des années 2000. D'accord. Et aujourd'hui, Au milieu des années 2000, la voie a été trouvée pour pouvoir critiquer ou apporter une critique raisonnée, par rupture, d'un certain nombre de thématiques qui paraissaient totalement décalées par rapport à la situation que vivaient les gens, mais ça reste très présent. C'est le courant musical dans les camps dominants, en fait, c'est cette musique-là. La musique de la tradition, c'est des vieilles chansons de mariage, c'est des orchestres qui font ça, mais qui modernisent ce patrimoine-là. Ouais, donc ils travaillent aussi à des orchestres de grande qualité, je pense à l'orchestre Al-Hanin, qui est un orchestre qui joue du patrimoine, si vous voulez, musical palestinien, en essayant de le moderniser et qui fait des salles combles et qui peut jouer aussi bien à la l'Ayoubi, à l'American University of Beyrouth, que à Saïda, à Nahanoé. Donc je ne veux pas, moi, dire que ce courant n'est pas présent. Mais il y a eu un moment, le discours qui venait un peu confronter ça. Ce que j'ai remarqué aussi assez récemment, c'est que dans ce type d'orchestre, on peut intégrer, mais je ne l'ai pas entendu, c'est un récit qu'on m'a fait, donc il faut que j'aille dans le Nord quand j'aurai de l'essence. Mais dans un orchestre que je connaissais au Nord à l'époque, maintenant, ils intègrent des passages de jeunes qui font du rap dans cette musique. Donc, il peut se passer des choses. Mais par contre, je ne suis pas sûr de ce qu'ils disent. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont être aussi cash que Fatih Bekhamsé, quand il parlait des jamaïettes comme des proxénètes des temps modernes, hein, des associations qui ont l'argent de l'État et qu'ils en font ce qu'ils veulent, et tout ça. Je ne suis pas sûr. Surtout que c'est les jamaïettes qui financent. Donc, voilà. Et pour ce qui se passe aujourd'hui, à vrai dire, il faudrait aller voir et questionner. Moi, j'ai pas suivi en fait
on avait essayé de voir les traces. C'est Justin de Gonzague qui était venu en mission au Liban. Moi, j'étais venu ici en 2017, je crois, assez tard pour voir les traces laissées par Khatib et Famsé. D'accord. Et aujourd'hui, ça serait vraiment intéressant de voir ce qui a éclos derrière. Mais il faut faire le terrain, ça. Il faut y aller. Moi, je n'ai pas cette connaissance-là actuellement. D'accord. J'ai repéré, en fait, Amadou, Omar, le pauvre, je massacre son nom à chaque fois, et quelqu'un qui a travaillé avec Osloub, c'est comme ça que je le connais. Je l'ai rencontré. Mais on voit bien le style d'Osloub d'ailleurs dans sa musique. Hein. Si vous avez écouté un peu, enfin, c'est très patiné, c'est très léché comme composition. Il y a quelqu'un d'autre qui rappe pas mal, qui est très présent, mais je l'ai juste vu sur Facebook, c'est Malik. Et du coup, il faut aller les voir, ces gens-là, pour savoir ce qu'il advient maintenant de ce type de rap et comment tout ça évolue. Est-ce que ça serait vraiment intéressant? Je pense que je peux m'y mettre. Merci. On en a parlé un tout petit peu, vous en avez parlé tout à l'heure, du langage, de la langue du rap. Enfin, je voudrais revenir sur l'arabe, la langue arabe, bien entendu, parce que c'est la langue de ces jeunes. Ils rappent en arabe. Mais il y a aussi, vous avez parlé de la présence d'autres, ils ont commencé en anglais, etc. Il y a des mots d'anglais. Il y a le dialecte palestinien et on sample, on mixe avec des morceaux de musique folklorique, traditionnelle, etc. On introduit même des discours politiques en arabe littéral avec des enregistrements. Dans le film, d'ailleurs, La cause du rap, que j'ai eu le plaisir, grâce à vous, de regarder, on voit une discussion autour du nom du groupe même, de Katiba Khamseh, qui est d'ailleurs dans le générique, je crois. Enfin, j'aimerais juste savoir que veut dire aujourd'hui pour tous ces jeunes, au-delà du fait que c'est leur langue d'origine, de rapper en arabe. Est-ce qu'il y a, on peut parler de langage spécifique du rap palestinien dans les camps? Est-ce qu'il y a une langue particulière pour ça? Alors déjà, pour revenir au film 2005, hein, Oui, donc on voit, je crois qu'il n'y avait pas, il y avait pas Molo. Ils sont quatre, mais pas Molo. Abdel Jabbar n'était pas là. Ils sont quatre. C'est vraiment quatre adolescents. Voilà. Très jeunes, c'est assez émouvant. C'est pour ça qu'on l'a mis, parce qu'on voulait avoir cette dimension d'étirement temporel, en fait, 2005 et les dernières images 2016. Mais on voit aussi, je ne sais pas si vous remarquez, qui pose la question à la maman à un moment, oui, 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 c'est Lokman Slim, d'accord. qui a été assassiné 14 février dernier dans le sud Liban. Donc c'est l'occasion de lui rendre hommage. C'est un intellectuel libanais qui est le responsable du centre de documentation Oumam dans la banlieue sud. Et on voit que, oui, pourquoi, enfin, le rapport à la langue, alors je ne pourrais pas vous répondre sur les aspects purement linguistiques, c'est-à-dire de différenciation subtile, si vous voulez, entre la langue des rappeurs, par exemple, parce qu'en fait, déjà, et je trouve que je ne saurais pas dire si, par exemple, MC Tamar, qu'on a entendu de Barret, il n'a pas un petit accent du Nord quand même, c'est-à-dire que son palestinien, il n'est pas un peu matiné de haut, de façon de parler, un cas, par rapport à Roger Pachné, où on voit que c'est un peu plus straight, je ne sais pas. J'ai pas les... Sans aller jusque-là, est-ce que c'est une forme de revendication identitaire pour ces jeunes de revenir vers l'arabe, de revenir vers... c'est oui, enfin, disons que c'est normal, c'est pas une revendication de leur langue, que ce qui n'était pas normal, c'était le forçage à l'anglais. C'est ça, d'accord. Le forçage à l'anglais, il venait du premier temps de l'appropriation, en fait. Mhm. Avant que ils incarnent, voilà, qu'ils s'approprient tellement ça qu'ils en fassent leur chose, que ça Mhm. devienne leur musique. Avant ça, il y a un moment de... C'est même pas une revendication identitaire. Après, ils peuvent le justifier, comme je parlais tout à l'heure, Oui, de réflexivité. Ça va revenir un peu dessus et se dire, bon, c'est notre langue, c'est normal qu'on parle en arabe, et en plus, c'est nous, c'est ce qu'on est. Et si on veut être compris des gens, ça, c'est une dimension qui est très importante, c'est d'être compris des gens. c'est ça.
il faut qu'on emploie notre langue à tous et qui est notre langue ordinaire. Sur les subtilités, en plus, ça remonte quand même à presque 15 ans. Hein. Oui. Et par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, moi j'ai l'impression, quand on entendait tout à l'heure, ça faire vérifier, après ce sont des hypothèses, mais j'ai l'impression qu'il y a un certain lissage. Pas sûr. Je dirais que on a pu surjouer en fait des éléments de palestinité ou d'accent dans la langue à un certain moment. On a pu surjouer le côté palestinien dans la démarche politique en fait. Dans ce moment où on a fait advenir le fait que Palestiniens au Liban, c'est un problème social, économique et qu'il faut le traiter. Et qu'on est palestinien et qu'on est fier. Après. Ouais. D'accord. En fait, qu'est-ce qui fait en fait que le rap qui est devenu leur instrument ou leur outil d'expression pour des revendications sociales et politiques? Est-ce que, je me pose une question toute simple, est-ce que c'est lié à la forme même de cette musique ou au phrasé spécifique du rap, à la facilité de l'exploiter? Ou est-ce que c'est plus facile de devenir musicien de rap que par exemple, d'apprendre un instrument sans aller jusque-là, hein, mais de dire de la création et plus à une portée un peu plus rapide. Et est-ce que, ou pas du tout, est-ce lié aussi au milieu dans lequel ils vivent, où se développe le rap euh, euh, Alors, c'est quelque chose de très intéressant. Alors, d'abord, moi, je ne pense pas que ce soit plus facile de faire oui. que d'apprendre un instrument, parce que si on regarde bien, il y a une dimension de composition, en fait, d'écriture, hein, et Oui. de morceaux qui est quand même, on s'en rend pas forcément compte, mais qui est un vrai travail, parce que les mots, ils les envoient, quoi. Ils les écrivent et ils les chantent dans le rythme. Et ça, c'est vraiment, d'ailleurs, c'est intéressant parce que il y avait c'est quelque chose qui passe par, euh, en fait, c'est le rythme, comment il s'appelle, Messonic, Henri Messonic et puis un doctorant qui s'appelle Olivier Migloire, qui a vraiment des belles lignes sur cette question de l'organisation du sujet par le rythme euh, dans le rap. Mhm. Et aussi une façon pour eux, à cet âge-là, d'écrire, et à travers ça aussi, c'est une subjectivation par l'art à d'autres formes d'expressivité politique et à une façon d'être jeune de leur monde, en fait. Et donc, bon, c'est une dimension qui est pas. Il y a une dimension d'écriture qui est très importante et puis de chant. Après, il y a ce que fait Oslo, ce que fait celui qui compose les samples, en fait, c'est une composition électronique. Et donc, c'est comme la musique concrète, en fait. C'est juste que c'est pas aussi ésotérique et que ça peut avoir des dimensions un peu moins. Voilà. Mais voilà, cette composition avec des sons d'ailleurs. Ou alors, on peut aussi créer ces petites mélodies vraiment en forme de composition complexe musicale. C'est quoi le reste de la question? Je voulais savoir si c'était lié aussi au milieu dans Ah, lequel se oui. développe la musique. Alors au départ, en fait, dans les années 2000, il y a les télés satellitaires qui arrivent dans le monde arabe, D'accord. au début des années 2000, et il y a des chaînes qui vont diffuser du rap américain. Et là, Dame, en premier, va entendre ça, et Oslo, ils vont entendre ça, ils vont dire, ah, c'est ça qu'il nous faut. Et je pense qu'au départ, c'est simplement aussi avant, il y avait d'autres types de musique qui sont arrivés, il y a eu du rock, il y a eu des choses. Bon, c'était aussi une façon, voilà, de se penser dans ce qu'il y a de plus moderne, récent dans le monde, et de se construire une universalité à travers quelque chose qui vient d'ailleurs et en se l'appropriant. Et donc, ça vient de là, ça vient de ce contact. Après, il y avait des zones de contact, en fait. Par exemple, pour les Algériens, il y avait le rap. Bon, ça, il faudrait voir. Je suis même pas sûr. En tout cas, ici, à Beyrouth, ce qui est sûr, c'est que il y a en même temps, un peu avant peut-être, fin des années 90, un rap libanais. Il y a Laïs Bek, il y a Aksassar, il y a des gens qui sont là, qui font du rap. Je ne suis pas sûr que ça ait joué, qu'ils étaient en contact et tout. J'ai pas recousu ça. D'accord.
On est très en contact avec des rappeurs libanais. On n'arrête pas de voir Jafar Toufal dans toutes les vidéos que je vous ai montrées, qui est un rappeur libanais très connu. Donc évidemment, ils ont plein de relations, ils ont proposé ensemble, ils ont fait des concerts et tout. Mais l'étincelle initiale, compliqué à dire, mais en tout cas, ce que disait Oslo, c'était des entretiens que j'ai eu avec lui quand on était simple. Si, c'était assez frais. C'était la télé, est-ce que par hasard il est tombé sur une série de CD où il y avait dedans Tupac, qui est un rappeur très connu américain, à qui il fait un hommage quelque part. Donc voilà, ça venait de là. Oui. Et alors pour ce qui est des rappeurs ici au Liban, ils sont de milieux de populaires, très populaires, en populaire plus. C'est pas des classes ni moyennes ni supérieures. Après, la famille d'Oslo est une famille, son frère est un grand poète, c'est une famille un peu d'intellectuels. D'accord. Ça explique un peu des choses, mais les autres membres du groupe, c'est beaucoup moins le cas. Eh bien, je ne vais pas prendre beaucoup de temps je vais peut-être accélérer sur peut-être deux questions dans celles qui nous restent à aborder, parce que je vois des questions du public s'afficher. Donc, juste pour revenir un peu sur le statut de ces musiciens qui vivent dans des camps, hein, qui ont très peu de moyens et qui ne peuvent pas vivre de droits d'auteur comme certains quand ils ont du succès. L'industrie, ils ont très peu accès à l'industrie du disque, on va dire. Comment contournent-ils ces obstacles? Est-ce que, j'imagine, maintenant, la diffusion se passe plus par SoundCloud, Internet, tous ces YouTube et réseaux sociaux, mais est-ce que c'est là les seuls canaux de diffusion? Et puis, est-ce que le fait de rapper donne un statut social assez dans la communauté ou dans le milieu ou dans le camp dans lequel ils vivent, et il leur donne autre chose que le fait de pouvoir vivre de sa musique, etc. Ça, c'est la question économique est centrale pour tout musicien. Oui. Et pour eux, elle l'est tout autant. Je pense que on va parler de deux profils. Donc, dans les années 2005-2015, en fait, fin 2014 jusqu'à l'exil, je pense que tout le monde travaillait. Ouais. En fait, Oslo a pu se professionnaliser très tard. Oslo distribuait des bonbonnes d'eau dans les appartements. Donc ça répond à une des questions d'ailleurs qu'on nous pose sur le milieu d'où viennent ces jeunes. Donc, ils ont pu faire quelques concerts à Beyrouth qui ont pu être rémunérés très modestement, j'imagine. J'ai jamais j'ai jamais su ça. J'ai jamais eu cette info. Leur CD, il est distribué. Oslo, il écrivait des samples, mais il écrivait des morceaux pour plein de gens, mais il ne pouvait pas les demander de l'argent parce qu'il ne va pas demander, dans l'époque, on se met avant la crise de Manette, il ne va pas demander 20, 50 dollars. Soit il est payé, 500 dollars, soit il n'est pas payé. Oui. Vous voyez. Donc le fonctionnement, c'est plutôt d'essayer d'exister. Et d'ailleurs, Oslo, la dernière fois que je l'ai vu à Paris, devenir intermittent du spectacle. Donc, je pense que c'est le spectacle vivant qui les fait vivre maintenant. Alors, peut-être maintenant qu'il y a je ne sais pas comment ça se passe pour lui sur les reventes des plateformes. C'est vraiment un sujet que je ne maîtrise pas et il faudra en discuter avec lui. Je crois que ce n'est pas très simple. Mais cette dimension économique, elle est très, très, très présente, très handicapante et elle explique aussi le fait que beaucoup changent. Au bout d'un moment, ils font autre chose parce qu'ils n'en font pas de ça. Autant on peut vivre si on joue de la roue, du but arabe, on peut vivre en jouant dans les restos, on peut vivre toute sa vie en faisant ça et c'est là qui le font. Autant en rappeur, c'est un peu compliqué. Oui, on comprend très bien. Eh bien, je vais accélérer encore un peu. Je vois des questions. Il y en a une qui rejoint une de mes questions. D'ailleurs, c'est les connexions entre les rappeurs et les musiciens dans le monde arabe. Et il en existe aujourd'hui grâce à Internet, etc. Mais est-ce que, par exemple, les printemps arabes ont été un moteur pour accélérer ces connexions entre les rappeurs? Est-ce qu'aussi ils ont
elles ont eu un impact sur les thématiques qu'ils abordent? Est-ce ils se retrouvent dans des causes communes de lutte contre des dictatures? Et qu'en est-il aussi de leur essor un tout petit peu ou de leur connexion à l'international? Alors, à ma connaissance, ce que ça a surtout provoqué ici, en fait, c'est que bah, tous ces rappeurs palestiniens de Yarmouk, Oui, notamment, avec oui, qui on pouvait être en contact, et pas que de Yarmouk. les réfugiés du rap, par exemple, oui, vous avez... Euh, oui, je les connais bien, les réfugiés des rappeurs. Bon, ils sont venus à Beyrouth. Oui, Ils ont rencontré Oslo, ils ont enregistré, ils sont passés au studio, en fait, le studio avec lequel ils étaient en contact virtuel, oui. numérique. Donc, ils sont venus en présentiel et pour la plupart, ils sont partis ailleurs en Europe. Donc, ce moment de rencontre qui a donné lieu, il y en a qui sont encore ici aujourd'hui. Il y en a qui sont encore ici, euh, mais beaucoup sont partis Mm. en France, vers l'Allemagne, mais j'ai pas, les thématiques politiques, elles sont présentes, mais elles n'ont pas d'unité, si vous voulez, dans les situations entre ce qui se passe en Syrie, au Liban, l'Égypte, c'était avant, et c'est à part. La Jordanie, c'est à part. C'est plus, ça a créé la rencontre physique lors de ce moment où Beyrouth a été un peu dans l'effervescence de cette présence intellectuelle, artistique syrienne pendant quelques années Mm. et qui s'est refermée parce que beaucoup sont partis, même si d'autres restent ici, mais aujourd'hui survivre à Beyrouth, Oui, a fortiori pour un artiste syrien, c'est un peu compliqué. oui. Non, Ça, ce que j'en dirais après les connexions internationales, bien sûr qu'ils en ont. Oslo, ils travaillent avec des gens dans tout le Proche-Orient et avec des gens au Maghreb et maintenant avec des gens en Europe. oui, oui. Mais Oslo a une carrure, je dirais, internationale professionnelle. Les autres, c'est peut-être moins le cas. Donc, Mm. bon, ça dépend un peu. Ouais, il y a une espèce de. Oslo a une carrière qui est ascendante. Donc, il a construit. Mais quand même, il faut insister que dès le départ, enfin, je pense il était en contact avec plein de rappeurs de la région et qu'il avait cette volonté aussi d'échanger avec des gens. Pour une question sur les rappeurs en Israël. Oui, il y Euh, a une question sur est-ce qu'il y a des connexions avec Israël et les territoires? ouais, pas des Israéliens, mais des Palestiniens, par exemple. Bah, les Palestiniens en Israël, par exemple. Oui. Oui, oui, il a tout ça. Ouais. D'ailleurs, dans le film, il y a un moment Molotov qui chante une très belle chanson avec un rappeur de Jérusalem. D'accord. Très joli aussi dans ce qui est dit. Enfin, une espèce de. Et j'imagine que c'est facilité aussi par L'histoire est passée, et moi, la cause est passée, l'histoire est passée, et nous, on est resté là, sur le banc, c'est pas mal. Euh, donc, effectivement, il y a ces relations qui n'existent pas du tout avec les Israéliens. oui, oui. Moi, j'avais une petite question quand même avant sur les femmes, leur présence. Enfin, est-ce que la mixité existe dans les groupes de rap? On a vu dans le groupe d'âme, il y a Maïssa Daw qui est dans la chanteuse du groupe. Mais est-ce que ça reste quand même majoritairement masculin ou est-ce que c'est pas plus masculin que d'autres formes de musique sans avoir cette image du rap comme quelque chose de machiste, etc. Qu'en est-il des revendications, en fait, sur les conditions des femmes palestiniennes, par exemple? Est-ce que c'est présent dans la chanson, dans les raps que vous avez entendus, qui émergent ces dernières années? Mon expérience dans les camps de la musique en général, c'est très masculin. Très masculin. Sur les femmes jouent pas très peu d'instruments. Elles sont là en chanteuse, Chanteuse. D'accord. en danseuse, euh, moins en instrument pour l'instant. Euh, et c'est pareil dans le rap. C'est-à-dire que surtout à l'époque, euh, en fait, moi, j'ai pas rencontré de rappeuse. D'accord. Euh,
ça ne doit pas être évident dans le Double challenge. par rapport à voilà, certaines habitudes de moralité, en fait. Mais je pense que ça existe parce qu'à un moment donné, il y avait quelque chose qui émergeait comme ça. Donc, ça ne veut pas dire que c'est pas. Mais en tout cas, dans les gens que j'ai rencontrés, ceux qui ont émergé, tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, euh, et je peux aussi avoir passé à côté de rappeuses, mais je n'ai pas vu. Et dans les thématiques, c'était pas quelque chose de forcément abordé jusqu'ici. Ça a des questions de genre, en fait, de place de la position de la femme dans la société, etc. C'était pas abordé, c'était vraiment assez, vous avez vu, quand même thématiquement centré, sur plus la question sociale de la. Question sur. Je sais que Dame a intégré ça, que le fond, enfin, je sais que dans les territoires, il y a des rappeuses qui sont actives. Oui, tout à fait, oui. Et Et même dans leur message qui va très très loin. il y a des rappeurs côté libanais. Pour l'instant, chez les Palestiniens, mais alors là, je suis très peu éclairé en fait sur le milieu actuel. Donc, j'aurais du mal à complètement répondre à la question. Ça reste un petit peu en suspens. Eh bien, il nous reste encore une question. Cette fois-ci, c'est existe-t-il un rap issu de culture urbaine essentiellement libanaise? Et si oui, a-t-il un voisinage avec le rap palestinien des réfugiés? C'est une question de Ahmed Abourahim. Il y a un rap libanais qui est très présent, qui est fort, mais il est moins lié à des questions urbaines, enfin dans ses thématiques, dans sa façon d'exister, si vous voulez, que le rap palestinien des camps. Parce que forcément, le rap palestinien des camps, il est un peu surdéterminé dans cette question du camp. Là, les thématiques sont beaucoup plus ouvertes, elles traitent vraiment de choses. Vous vous rappelez, Alsacer, la business card, des parties de critique économique, de critique politique, voire de critique de l'orientalisme et des orientalistes. Une variété de thématiques, après évidemment la crise. Donc en fait, c'est plus une chronique, pas que, mais une dimension un peu de chronique critique du contemporain qui est assumée par ces rappeurs et rappeuses. Alors moi, je pense que c'est du rap libanais après, donc je peux passer à côté de plein de choses. Je sais qu'il y avait un groupe qui s'appelait Kritar B. Donc là, Kritar B, forcément, c'était lié aussi, enfin, c'est une territorialisation qui est liée à ça, j'imagine. Mais bon, je sais qu'Alain à Trablus, à Tripoli, je ne sais pas comment ils manipulent en fait cette dimension identitaire de cette ville-là. Donc voilà ce que je peux en dire. C'est un peu superficiel comme réponse, mais il me semble que quand même, tout ce que j'ai entendu du rap libanais, il est beaucoup moins lié à la question urbaine que le rap palestinien. Après, il évolue. Par exemple, si on prend l'Iceberg, Wael Kodek, il évolue vers des formes de création contemporaine qui échappent totalement au rap, mais depuis longtemps. Donc en fait, il est en train de mixer des sons avec Randa Mirza, qui est une plasticienne libanaise et qui passe des écrans de danseuses égyptiennes, avec tout un travail sur l'histoire. Là, il y a des gens sur la façon dont on a construit un mythe féminin à travers la danse et la projection sur la danse arabe dans les années 30-50. Et en même temps, un mythe qui fonctionne avec une dimension nostalgique extrêmement forte. Et il joue sur ces tableaux-là magnifiquement avec une œuvre qui est très, 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 très belle, qui s'appelle Love and Revenge, et qui est d'ailleurs, je ne sais pas si c'est celle-là ou une autre, mais qui est très proche, qui est projetée en ce moment même, si vous avez l'occasion pour les Parisiens, mais je crois qu'elle finit, je ne sais pas, elle est une très, très, très belle exposition de Lima. Oui. C'était sur le rap du Bronx. Actuellement, une exposition. Actuellement? Ah oui. Oui. D'accord. On va regarder. Merci beaucoup. Alors, il y avait une question sur l'origine sociale, mais on y a répondu pour les jeunes. Est-ce qu'ils ont fait des études? Peut-être brièvement, juste dire s'ils ont... Ils ont. Alors,
ils n'ont pas fait d'études supérieures. Voilà. Ils ont pu aller à des niveaux d'études qui leur permet de maîtriser complètement la langue arabe, etc. Mais des 5 rappeurs de Katib Ramsey avait pour ambition de traduire Malcolm X en arabe, rentrer dans la philosophie. Enfin, je dis au passé parce que la dernière fois que j'ai dit ces nouvelles, c'est en 2017 ou 2018, rentrer dans une démarche extrêmement poussée en fait de réflexion intellectuelle sur différentes choses, notamment liées à sa propre condition de double exilé, issu d'une famille mixte, la maman africaine, le papa palestinien, enfin, toute une recherche, et puis dans le film, ça se voit, coller des mots, des phrases et des réflexions partout dans sa chambre. Donc il y a une vraie ambition, ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a une vraie ambition intellectuelle, et il y a un discours, en fait, chez eux, qui est, sans avoir fait des études supérieures, qui est très structuré. Et chez Oslo, quand on a vu les postes, c'est pour ça que je les ai mis, il y a une réflexivité, enfin, c'est des gens qui quand même réfléchissent Mature, oui, oui. À ce qu'ils ont fait sans parler de la maturité artistique d'Oslo. Bien sûr. Eh bien, nous arrivons à la fin. Donc, merci beaucoup. Alors, je sais, on a des remerciements encore. Merci à vous tous d'avoir suivi donc, ce webinaire. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir participé à ce webinaire. On est vraiment ravis de vous avoir accueilli, d'avoir parlé de rap. Et je vous invite les personnes qui nous ont suivis à regarder la brève biblio, enfin, à partir de votre biographie sur notre site, j'ai mis un lien, il y a un lien qui indique vos différentes publications qui sont très très riches et plus détaillées. S'ils veulent aller plus loin pour apprendre des choses sur l'anthropologie du rap, voilà. Et je vous donne à tous et toutes rendez-vous la semaine prochaine pour notre 56e déjà webinaire, avec cette fois-ci Monsieur Adel Bakawan qui va nous parler de l'Irak et un siècle de faillite de 1921, donc un sujet beaucoup plus politique. Et je vous remercie encore, Monsieur Puig, et je vous souhaite une belle fin de soirée. Et merci à toutes et à tous, et à bientôt.